La parole est à Monsieur Berthaud pour finir cette riche journée. On ne le présente plus. Il est depuis je ne sais combien de temps. Pardon, vous avez vu, ça va? Tous savent qu'il est sédimentologue et que ses travaux font autorité, même si beaucoup le récusent, mais beaucoup de forces adverses essaient de vous combattre. Mais enfin, quand même, il y a des signes positifs, encourageants. Vous allez nous reparler de ces questions. Très bien. Ah, vous voyez, ça prend un toujours. Hein. La censure. Bon. On s'attend à tout. Oui, ça y est. Ça, vous m'entendez? Oui. Bon, d'abord, bonsoir. Parce que vous voyez, il fait nuit maintenant. Donc on ne dit plus bonjour, on dit bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis chargé donc de vous présenter un travail qui a été présenté sous le titre Revenir aux faits ou l'avenir de la science. Je préférerais, pour bien vous montrer les conséquences des travaux que nous avons faits, que ça peut avoir des conséquences qui dépassent largement le problème scientifique et qui peut atteindre le problème religieux et le problème politique. Et le titre que j'avais donné à l'actualisation des travaux qui ont commencé il y a plus de 50 ans, c'est les conséquences funestes d'a priori en sciences naturelles à remplacer par des faits. À l'origine de mes travaux, il y a une demande religieuse, et ceci doit être dit. En 1970, mon père spirituel, l'abbé Robert Prévost, me fit part de son inquiétude du développement de la théorie de Teilhard de Chardin, évolutionniste, au sein de l'Église catholique. Bien entendu, il me demandait, me sachant polytechnicien et de formation scientifique, d'étudier la question sur le plan scientifique. Bien entendu, ce n'est pas Teilhard de Chardin qui a inventé l'évolution, n'est-ce pas, les millions d'années. Cela m'amenait donc à étudier la géologie historique dans ses fondements pour voir s'il y avait des erreurs, des a priori et des corrections à effectuer dans le raisonnement scientifique. Mais ceci en toute objectivité, c'est-à-dire sans idée préconçue, évolutionniste ou anti-évolutionniste. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, si vous le permettez, pour gagner du temps, je vais vous lire tout simplement mon texte, qui ne fait que 8 pages au total, plus 9 qui résument les références publiées sur tous les travaux qui ont été faits, non seulement par moi-même au départ, mais ensuite, nous avons aggloméré de plus en plus de scientifiques qui partagent mon point de vue sur la nécessité, et vous l'avez très bien dit, d'un retour à l'objectivité en science, et non pas de subordonner la science à une volonté de démontrer que Dieu n'existe pas et que par conséquent il faut absolument considérer que les théories, comme le Big Bang par exemple, sont démontrées. Ben, ce n'est pas vrai, et nous en parlerons tout à l'heure. Donc, je vais le résumer, mais j'ai fait un résumé historique qui intègre à la fois la géologie et en partie l'astronomie. Parce que l'astronomie a participé aussi au développement de la théorie de l'évolution, avec en particulier le Big Bang. Et je regrette de dire que c'est un chanoine, le chanoine Lemaître, belge, qui a émis la théorie du Big Bang, n'est-ce pas, qui présente ainsi la création d'un monde qui serait parti d'un éclatement d'une masse, n'est-ce pas, en galaxies qui auraient fui, n'est-ce pas, et après les galaxies, bien entendu, se transforment, la vie apparaît, bien sûr, et après c'est l'évolution des espèces qui nous conduit à ce que nous sommes aujourd'hui. Car c'est bien la théorie que Teilhard de Chardin et que l'évolutionniste veut aujourd'hui imposer, et pas seulement, naturellement, les évolutionnistes, pas seulement Teilhard de Chardin, enfin, Teilhard de Chardin est mort maintenant, et c'était ce qu'il faisait, mais aussi tous les philosophes, et aussi beaucoup de scientistes, pas les vrais scientifiques, non. Je défends la science, et je défends les scientifiques, qui sont en général honnêtes. Mais il y a, dans les masses médias, il y a des gens qui sont les maîtres de l'information, hein, par la télévision, par la radio, etc., et qui vous diffusent, n'est-ce pas, et dans la presse, n'est-ce pas, ce venin qui ruine, en quelque sorte, notre espérance dans les valeurs réelles. Alors je commence par le premier chapitre, le comportement, la conception de l'univers à travers les âges. Parlons d'abord en astronomie de la conception originelle de l'univers, fondée sur les apparences. Tout homme naviguant sur la mer
loin des côtes et par beau temps, voit le ciel à l'horizontale dans toutes les directions et à la verticale. Il parle de voûte céleste, une sphère apparente sur laquelle, par une nuit claire, se déplacent ensemble les étoiles portées par elle, ce qui fut écrit par Aristote dans son De Celo. 4 siècles plus tard, l'astronome Claude Ptolémée, dans son ouvrage L'Almageste, rendant compte de mesures de position des planètes connues qu'il avait compilées, consacrait la théorie philosophique d'Aristote comme théorie scientifique que l'on enseignait dans l'université chrétienne au Moyen-Âge. Et cependant, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristote de Samos adopta lui aussi l'existence de la sphère d'étoiles fixes, mais postulait que le Soleil en était le centre. Il y avait donc du temps des Grecs, de la Grèce antique et de Rome, 2 écoles philosophiques qui s'entendaient sur l'existence de cette sphère portant les étoiles fixes, mais s'opposaient sur l'astre qui en était le centre, soit la Terre, soit le Soleil. Cette querelle allait ressurgir au sein de la chrétienté au Moyen-Âge. Copernic, chanoine et astronome, s'interrogeant sur les orbites irrégulières que décrivaient les planètes autour de la Terre, compléta les calculs des positions des planètes de Ptolémée et démontra qu'elles tournaient autour du Soleil. Il leur attribua cependant, par ses calculs approximatifs de leur distance au Soleil, des orbites circulaires que Kepler démontra bientôt et des éclipses dont le Soleil était imposé. Copernic rendit compte de sa théorie dans l'ouvrage De Revolutione Orbium Coelestium, paru en 1543, qui fut adressé après sa mort par son ami Osiander au pape Paul III. Dans sa préface, Copernic, appliquant à la Terre le statut d'une planète, affirma, sans le prouver, qu'elle tournait autour du Soleil, et que, de ce fait, c'était le Soleil qui était le centre du monde, citant Trimégiste, qui appelait le Soleil Dieu visible. Le pape Paul III et ses successeurs ne réagirent pas, car le Vatican n'a pas réagi à l'ouvrage de Copernic. Ça viendra plus tard. Tycho Brahe, astronome du roi du Danemark, effectua à cette époque de très nombreuses mesures en position et distance des planètes du système solaire, que Kepler utilisera et complétera par l'étude particulière de Mars, ce qui l'amènera à formuler ces 3 lois dans Astronomia Nova et Harmonices Mundi. Tycho Brahe avait justement fait remarquer que la position apparente du Soleil et des planètes, vue de la Terre, restait identique, que le Soleil tourna autour de la Terre ou l'inverse. Mais la tentation de considérer la Terre comme une planète quelconque était trop forte et Kepler adopta l'hypothèse de Copernic. Survint alors Galilée. Ce dernier, enseignant à l'université de Padoue et se persuadant de ses succès en astronomie, s'affirma haut et fort copernicien. L'Église réagit par le décret de 1616 qui condamnait 2 propositions coperniciennes. A. Le Soleil est le centre du monde et la Terre n'est pas le centre du monde et se meut. Malgré cette condamnation, Galilée écrivit Il Dialogo, qui le fera condamner en 1633 par le Saint-Office. La première proposition de Galilée, le Soleil est le centre du monde et il est absolument privé de mouvement local, fut aussi condamnée par le tribunal du Saint-Office dans les termes suivants. Elle est absurde et fausse en philosophie et formellement hérétique comme contraire aux Saintes Écritures. La seconde proposition, la Terre n'est pas le centre du monde et elle se meut non seulement dans l'espace, mais encore de mouvements diurnes sur elle-même, fut aussi jugée absurde et fausse en philosophie et devant être théologiquement considérée comme au moins erronée dans la foi. Galilée n'a pas démontré que le Soleil était le centre du monde, mais la condamnation de la seconde proposition résulte de l'influence d'Aristote au sein de l'Église. Et donc il aurait mieux valu dans ce domaine-là ne pas créer de contradiction, de conflit, et de s'en tenir autant que faire se peut à l'objectivité et dire à Galilée, prouvez-moi donc dans les faits ce que vous faites. Et il ne pouvait pas le prouver. Et on se serait arrêté là. Cette condamnation créa des réactions chez les philosophes. En premier lieu, dans le discours de la méthode de Descartes en 1637, qui, envisageant une mathématisation complète de la science, la fit reposer non plus sur les faits, mais d'abord sur les idées claires et distinctes, faisant de la raison la lumière naturelle ou la philosophie des lumières. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Christ disait « Je suis la lumière du monde ». Eh bien, les philosophes ont pris la lumière du Christ, ont laissé le Christ de côté et ont mis la lumière sur la raison humaine. Et c'est ainsi que l'homme, en formulant des lois qui sont ses lois et non pas les lois de la nature, dans la plupart du temps, et vous allez le voir, dans la circonstance,
prend la place de Dieu, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure. Ami de Descartes, alors ceci ne sera pas sans conséquence sur les autres disciplines scientifiques, comme nous le verrons en géologie, car le rationalisme inverse le raisonnement scientifique, quand au lieu de se fonder sur les faits, observés et expérimentés, desquels on induit des hypothèses, il privilégie les a priori de la raison comme base, principe, postulat, loi, et on ne retient que les faits parfois mal interprétés qui les confortent. Ainsi, de Descartes à Hegel, les rationalistes se développèrent d'abord contre l'Église, Voltaire en est un exemple, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Vous vous en souvenez de cela, hein? Puis, naturellement, contre la monarchie en France, où la Révolution engendra la terreur de Robespierre et les guerres de Napoléon. Voilà. L'astronomie. En 1687, Newton énonça ses lois du mouvement dans ses Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Avant les fêtes, loi numéro 1. Tout corps persévère en son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, sauf si des formes imprimées le contraignent d'en charger. Ces forces étant la gravitation, sa loi ne la définit pas. Donc on ne peut pas dire que ce soit une loi de gravitation, puisqu'il ne définit pas la gravitation. Loi 2. Le changement de mouvement est proportionnel à la force motrice imprimée, et s'effectue suivant la droite par laquelle cette force est imprimée. Quelconque génère un certain mouvement, il en générera 2 fois plus si sa grandeur double, et 3 fois si sa grandeur double. Dans sa proposition 6, théorème 6, Newton écrit que la chute de tous les graphes sur la Terre s'effectue en des temps égaux, en faisant abstraction du moins du retard inégal suscité par une très faible résistance de l'air, d'autres l'ont observé depuis longtemps. Ce qui contredit sa loi numéro 2. Ça veut dire que lorsque vous laissez tomber la tour de Pise, n'est-ce pas, 2 masses de poids différents, eh bien elle tombe exactement de la même façon. Et si vous suivez la loi numéro 2, il vient vous dire en définitive que le mouvement est proportionnel à la force imprimée. Qu'est-ce que la force imprimée? C'est le poids. Par conséquent, si le poids double, le mouvement devrait doubler, donc la loi est fausse. Ce qui contredit sa loi selon laquelle la chute des corps est proportionnelle à la force imprimée qui est le poids. Et Newton ajoute: mais c'est avec la plus grande exactitude que l'on peut connaître l'égalité des temps avec les pendules. J'en ai fait l'expérience sur de l'or, de l'argent, du plomb, du verre, du sable, du sel commun, du bois, de l'eau et du froment. Je comparais 2 petites boîtes de bois rondes et égales. J'en remplissais l'une de bois et aussi exactement que possible, je suspendais au centre d'oscillation de soupe le même poids d'or. Les boîtes attachées à des fils égaux de 11 pieds formaient des pendules complètement semblables. Quant au poids, à la figure et à la résistance de l'air, placées l'un à côté de l'autre, elles effectuaient des oscillations semblables. Si Newton avait fait ses expériences avec des masses de poids différents suspendues à des pendules de même longueur, il aurait constaté que les oscillations étaient les mêmes quel que soit le poids du pendu. Parce qu'en définitive, l'oscillation F égale racine de F sur G ne dépend pas de la masse. Elle dépend tout simplement de G et de la longueur du pendule. Mais si vous prenez des pendules de même longueur, vous pouvez leur donner n'importe quel, ça reviendra toujours au même. Donc, c'est encore une contradiction de la loi numéro 2. Loi numéro 3. La réaction est toujours contraire et égale à l'action. Newton dit notamment, si un cheval tire une pierre attachée par une corde, il sera lui aussi, pour ainsi dire, tout autant attiré par la pierre, car la corde qui est tendue des 2 côtés par le même effort de résistance à la traction subie poussera le cheval vers la pierre et la pierre vers le cheval. J'observe que si le cheval immobile part au galop en accélérant, la corde tendue entraînera la pierre, moins lourde que le cheval, du même mouvement accéléré et dans le même sens que le cheval. On ne peut donc pas dire dans ce cas que la réaction de la pierre soit égale à l'action du cheval. Et dans le Scoli des lois, Newton dit « Je vais montrer maintenant brièvement qu'il en est de même dans les attractions. Concevez qu'un obstacle quelconque s'interpose entre 2 corps, quelconque A et B, qui s'attirent mutuellement et en empêchent le choc. Si l'un des 2 corps A est plus attiré vers l'autre B que B vers A, l'obstacle subira davantage la pression de A que celle de B, et par conséquent, il ne restera pas en équilibre. La pression la plus forte prévaudra et fera se mouvoir en ligne droite le système des 2 corps et de l'obstacle en direction de B et partir à l'infini dans le vide, d'un mouvement toujours plus accéléré, ce qui est absurde et contraire à la première loi. Car ce système, d'après cette loi, devra persévérer en son état de repos ou de mouvement uniforme, et par conséquent, les corps exercent par une égale pression sur l'obstacle et s'attirent donc autant l'un que l'autre. Pour ma part, j'observe que A
Si A attire B plus B que l'inverse, et qu'il y a alors une force résultante, cela correspond au cas dans la loi 1, sauf si des forces sont imprimées. Et dire alors que ce système devrait persuader dans son état de repos de mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de mouvement engendré par une force motrice imprimée, donc pas d'action et de réaction. Newton n'a donc pas démontré l'égalité de l'action et de la réaction gravitationnelle entre deux corps distants, l'expérience qu'il a réalisée avec un aimant et du fer, enlevant le magnétisme et non de la gravitation. Cela remet en question réciproque entre deux corps distants, F égale F' égale G, M est sur D2, où F et F' expriment les forces réciproques d'attraction, M et M', les masses des corps, dès leur distance, et grand G, une constante. C'est cette réciprocité qui a déterminé le calcul des masses du Soleil et des planètes. En février 2014, la Royal Society a réuni les principaux spécialistes mesurant la constante grand G sur le thème « La constante newtonienne de gravitation, une constante trop difficile à mesurer, dont les écarts allant de 6,6712 à 6,67,6. La constante l'est-elle ou non ?» Ajoutons qu'à l'heure actuelle, on connaît l'effet de la gravitation, mais non la cause. Alors, bien entendu, je fais là une parenthèse. Nous sommes en train de réaliser à l'Observatoire Royal de Belgique des expériences avec des masses de volumes identiques, mais de masses différentes, des métaux tels que l'aluminium, tels que le fer, tels que même le plexiglas, qui n'est pas un métal, magnétique et non magnétique. Car nous voulons vérifier, il faut répondre à la cause. Qu'est-ce que c'est que la gravitation? Pourquoi tombons-nous sur Terre? Qu'est-ce qui nous attire? On dit c'est la masse de la Terre, mais c'est bien vague. En réalité, on sait maintenant qu'il y a au centre de la Terre des éléments ferromagnétiques comme le nickel, le fer et le cobalt, qui seraient tout à fait susceptibles, indépendamment de l'attraction dite électromagnétique que l'on constate avec le déplacement de la boussole, d'attirer en définitive, de créer une attraction qui expliquerait la gravitation. Mais tout ça, pour le faire, il faut faire des expériences. Il faut se fonder sur les faits et non pas sur les idées. Répétons-le bien, c'est tout. Voilà ce que j'ai à dire en réalité. Venons-en au Big Bang. Tout part du fait que le spectre de la lumière, émise par les galaxies lointaines, présente un décalage vers le rouge. En se fondant sur l'effet Doppler, qui est la variation de fréquence apparente du sifflet d'un train qui croise l'observateur, plus aigu lorsqu'il se rapproche et plus grave lorsqu'il s'éloigne, et en l'appliquant à la lumière, on a cru démontrer la fuite des galaxies. En 1928, Hubble en formula sa loi petit v égale grand HR, où v est la vitesse de récession de la galaxie, r sa distance, h est une constante. Georges Lemaître, le chanoine Georges Lemaître, vous voyez, un second Chardin de Chardin, émit alors la thèse d'une fuite des galaxies à partir d'une explosion unique appelée Big Bang. Ce n'est pas démontré dans les faits, et on peut sur des faits expliquer le phénomène autrement. Le Soleil est jaune au zénith, rouge orangé au coucher. La couleur est fonction du trajet dans l'air atmosphérique des rayons que l'on observe. Les rayons émis par les galaxies lointaines traversent l'atmosphère gazeuse de nombreuses galaxies, et le décalage vers le rouge. Autrement dit, et ceci n'est pas la thèse, beaucoup de savants le disent, on a inventé la fuite des galaxies parce que l'on voulait justifier le Big Bang, mais en réalité rien n'a été démontré, et tout simplement, si l'on s'en fie aux faits observés sur la lumière, on peut parfaitement réfuter cette théorie. La géologie. Alors là, nous arrivons dans un problème que j'ai particulièrement étudié. Venons-en à l'autre grande discipline dont les a priori ont eu autant d'implications, la géologie. Son fondateur, Nicolas Steno, qui entendait marcher de façon très exacte et ordonnée selon la méthode de Descartes, et on retrouve les conséquences, en définit les fondements en 1667 dans son ouvrage Canis Calcariae, en interprétant la superposition des strates du sous-sol comme une succession de dépôts sédimentaires. Il en déduit en 1669, dans Prodromus, les principes de stratigraphie, à savoir de superposition, de continuité, d'horizontalité originelle, qui sont à la base de l'échelle relative des champs géologiques. Autrement dit, les champs géologiques se présenteraient comme ce que j'appellerais des sphères successives qui représenteraient des effets, et on aurait toujours le même dépôt, le même stratotype autour de la Terre. C'est faux, car on sait très bien que, selon la région, se dépose de l'argile, se dépose du calcaire, se dépose du sable, mais non pas que du sable, que de ceci, que de cela. Ça, c'est l'erreur, et vous allez le voir. Charles Lyell en définit la chronologie absolue.
En 1828, il parcourut l'Auvergne en s'intéressant à des dépôts feuilletés d'eau douce. Remarquant des feuillets de moins d'1 millimètre qu'il attribue à un dépôt annuel, il s'aperçut que l'ensemble, 230 mètres, a nécessité des centaines de millions d'années, des centaines de milliers d'années pour se former. Dans ses principes de géologie 1832, il constate que la faune s'est renouvelée de 5% pendant l'ère glaciaire, en admettant une vitesse constante de renouvellement, hypothèse uniformitariste, il faudra 20 fois plus de temps pour que se produise une révolution de la faune. Or, Lyell compte 4 évolutions depuis la fin de l'ère secondaire et 8 autres pour les temps antérieurs depuis le début de l'ère primaire. Et comme son contemporain James Kroll évalue pour des raisons astronomiques que les temps glaciaires ont duré 1 million d'années, Lyell fixe à 240 millions d'années la base du primaire, durée portée à 516 millions d'années aujourd'hui par la datation radiométrique au XXe siècle. C'est cette succession des espèces en un temps très long qui conduisit Darwin à expliquer en 1839 sa théorie, 1859, sa théorie dans son ouvrage L'origine des espèces. C'est celle de la sélection naturelle des espèces par la lutte pour la vie induisant leur évolution dans le temps. 2 ans plus tard, Karl Marx écrivait à La Salle « Très significative est l'œuvre de Darwin, qui me convient comme fondement en sciences naturelles de la lutte des classes dans l'histoire. Engels, de son côté, dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande, reconnaissait la démonstration d'ensemble faite pour la première fois par Darwin, selon laquelle tous les produits de la nature qui nous environnent actuellement, y compris les hommes, sont le produit d'un long processus de développement à partir d'un petit nombre de germes unicellulaires à l'origine, et que ces derniers sont à leur tour issus d'un protoplasme ou d'un corps albumonial constitué par voie chimique, et il déduisait aussitôt de cette découverte, que je mets en guillemets, de Darwin, une loi d'évolution des sociétés, mais ce qui est vrai de la nature, reconnu également de ce fait comme un processus de développement historique, l'est aussi de l'histoire de la société dans toutes ses branches et de l'ensemble de toutes les sciences qui traitent des choses humaines et divines. Autrement dit, la lutte des classes devenait en définitive une théorie scientifique. Vous n'êtes pas d'accord? Fusillé. C'est ce qu'a fait Staline. Bon. Le socialisme scientifique procède donc de Darwin, de même que le national-socialisme qui prônait la suprématie de la race aryenne, car il y a une école anglaise, fille de Darwin, définitive, qui disait, puisqu'il y a une lutte entre les espèces, il faut favoriser la victoire de la race supérieure. Donc il faut favoriser, disait Hitler, la race aryenne et détruire la race juive qui est la race inférieure. Et c'est comme ça qu'évidemment, on a créé la Shoah. Voilà. Quant à la géologie historique, donc la socialisme de Darwin procède donc de Darwin, de Goulag national. D'où le Goulag et la Shoah qui ont fait plus de 60 millions de morts. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je crois 200 millions de morts, vous avez peut-être certainement raison. Mais je confirme ce que vous dites, mais je le fais sur un plan scientifique. Quant à la géologie historique fondée sur l'interprétation de Steno, celle-ci n'est pas prouvée, car nul n'a été témoin de la stratification. Autrement dit, le fait d'affirmer que les strates sont d'anciennes couches sédimentaires, on n'était pas là pour le voir. Et c'est ce qui m'a conduit à étudier la stratification. C'est pourquoi j'ai entrepris un programme expérimental d'étude de la stratification en 1970. Il existe dans les roches sédimentaires des strates de faible épaisseur, millimétriques ou laminées, qui sont semblables aux feuillets observés par Lyell, dont j'ai parlé précédemment. J'ai prélevé un échantillon de sable de Fontainebleau, légèrement cimenté, on appelle ça les grès Fontainebleau, présentant des laminés. Alors je ne sais pas si on le voit là, non? Oui, ah non, ça c'est pas la... C'est ça que je veux présenter, si vous voulez. Ici, vous avez... Vous voyez, vous avez avec des faits, ça y est, vous l'avez. C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. C'est laminé. Alors, il existe des étapes dont j'ai parlé de laminés, qui sont semblables aux feuillets Lyell, dont j'ai parlé précédemment. J'ai prélevé un échantillon de sable de Fontainebleau, présentant ces laminés également cimentés. J'en ai rompu le ciment et obtenu du sable hétérogranulaire, c'est-à-dire composé de particules de taille différente. J'ai laissé tomber le sable dans un cube de verre et vu se constituer dans le dépôt. Alors là, c'est l'expérience que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous laissez tomber tout ça dans un cube, n'est-ce pas, et bien automatiquement, vous voyez immédiatement se former les laminés, vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement, c'est une propriété mécanique.
Les ensembles hétérogranulaires ont une mécanique intermédiaire entre les solides. Si vous mettez trois solides dans un cube, ils sont dans l'ordre où vous les mettez. Si vous mettez du mercure, de l'huile et de l'eau, eh ben, vous n'irez pas dire que le mercure est le plus vieux, mais c'est le plus lourd. Il ne fallait donc pas s'étonner que lorsqu'on laissait tomber des particules, la pesanteur agissant sur des tailles de particules de taille et de densité différentes, automatiquement agit différemment sur elles et crée en définitive une stratification. Ce qui veut dire que les dépôts annuels de l'Ayel ne représentent rien du tout, car quand il y a en définitive la fonte des neiges ou une rivière qui est en crue et qu'elle entraîne des sédiments, vous avez des centaines de strates qui se superposent en quelques heures, n'est-ce pas? Donc là, c'est une interprétation, encore une fois, inexacte de la part de l'Ayel, qui prenait ces feuillets qui sont délaminés, n'est-ce pas, pour des dépôts annuels à partir de laquelle on allait compter des centaines de milliers d'années. Ça a déjà commencé comme ça, et vous allez voir que ça continue. Bon. Alors, j'ai donc laissé tomber le sable dans la cuve et vu ce qu'on a vu dans le dépôt, la même lamination que celle de l'échantillon, et ce à quelques milliers de sédiments que j'opérasse. Comme le montrent les photos ci-dessous, je compris alors que ces phénomènes pouvaient résulter de ce que le sable est une poudre dont la mécanique est intermédiaire entre celle des liquides et des solides. Si dans un cube on laisse tomber successivement 3 corps solides, ces corps se disposent dans l'ordre de leur succession, tandis que si on laisse tomber 3 liquides de densités différentes, de mercure, de l'huile, de l'eau, ils vont superposer dans l'ordre des densités différentes, sous l'effet de la gravité. On pouvait donc s'attendre à ce que la gravité provoquait un granuloclassement répétitif des particules de sable selon leur taille. La lamination est un phénomène mécanique et non chronologique. En conséquence de quoi, les milliers de feuillets observés par l'Ayel ne correspondent pas à des centaines de milliers d'années. Le compte-rendu de mes expériences fut présenté à l'Académie des sciences de Paris par le professeur Georges Milot, directeur de l'Institut de géologie de Strasbourg, doyen de l'université, membre de l'Institut, alors président de la Philologie de France, qui le publia dans ses comptes rendus en 86. Donc l'Académie des sciences a publié le compte rendu de l'élimination. À la suite de quoi le professeur, qui était président de l'Institut de géologie de France, me fit admettre comme sédimentologue à l'Institut de géologie de France, et j'y suis toujours. Donc, ce sont des faits. Ce n'est pas ma personne qui compte. Je ne me mets pas en avant. Ce qui compte, ce sont les faits. Et les gens peuvent les refaire. Par conséquent, s'ils ne sont pas convaincus, qu'ils les refassent. Mais de toute façon, aujourd'hui, le problème est réglé. Ni l'Académie des sciences, ni la Société de géologie de France ne peuvent se contredire, puisqu'elles ont toutes les deux publié les travaux. L'Académie des sciences a publié mes travaux sur l'élimination, et la Société de géologie de France, vous allez voir, a publié mes travaux sur la stratification réalisée aux États-Unis. Alors, qu'en était-il de la stratification épaisse? Un compte-rendu intitulé Bijou Creek Flood, publié aux USA. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez projeter, vous savez, les... Vous la voyez? Oui. Vous l'avez? Oui. Vous le voyez, très bien. Bon. Un compte-rendu intitulé Bijou Creek Flood, publié aux USA, ayant pour auteur un géologue américain, Louis McKee, rendit compte des dépôts stratifiés sur les berges de la rivière Bijou Creek, résultant d'une crue de la rivière à partir des montagnes rocheuses consécutives à la fonte des neiges, accrue. Ce phénomène n'a pas duré plus de 48 heures. Vu la continuité du flot, il n'était pas question de supposer qu'une première strate devenue roche se fût déposée avant la seconde qui la recouvrit, comme l'eût affirmé le principe de superposition. Les strates avaient environ 10 cm d'épaisseur. Pour expliquer le phénomène, il faut tenir compte de ce que la rivière en crue a atteint une vitesse de 7 mètres par seconde en régime turbulent, et où, en chaque lieu de la rivière, la vitesse du courant varie alternativement de la surface en profondeur. Or, des sédimentologues tels que Hjulström et István-Rivelev ont expérimentalement déterminé les vitesses critiques de dépôt de particules de taille distincte en situation de crue. La capacité de transport sédimentaire du courant est très élevée et la variation de vitesse en chaque lieu, lorsqu'elle devient critique, provoque la sédimentation de quantités de particules de taille distincte. Autrement dit, à chaque taille de particule pour une profondeur donnée correspond une vitesse limite en dessous de laquelle la particule tombe. Alors il est évident que si vous avez un régime turbulent où la vitesse varie, vous allez avoir non plus des laminés, mais vous allez avoir des strates. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, il est apparu nécessaire d'étudier la stratification en laboratoire. Un compte-rendu expérimental d'un groupe de sédimentologues américains opérant au laboratoire hydraulique de l'Université de Colorado, dans un canal circulant, montra la présence de strates dans le dépôt. Je leur proposai d'en faire d'étudier les causes et me rendis sur place à cette occasion.
Je conclus un contrat avec l'Université du Colorado et ce fut l'assistant du groupe, Pierre-Yves Julien, jeune hydraulicien et sédimentologue canadien qui réalisa l'expérience du contrat. Dans un canal où l'eau mélangée à du sable dans les grosses particules sont noires et les petites blanches, est envoyée par une pompe et y revient, le circuit étant recirculant. Le contraste de couleur des particules permet l'observation de la stratification dans le dépôt sédimentaire qui se développe à la fois latéralement et verticalement, et non pas seulement verticalement, dans le sens du courant et verticalement. Le dépôt est laminé et stratifié. Une coupe latérale du dépôt montre une superposition de strates de plusieurs centimètres d'épaisseur, comme le montrent les photos ci-dessous. Alors là, je crois qu'il y avait une vidéo qui a dû passer, parce que je ne peux pas me retourner à chaque fois. Voilà, vous la voyez actuellement, seulement évidemment, c'est pas très coloré, on ne voit pas très très bien. Mais vous allez voir, en très peu de temps, il y a... Attendez, je me retourne. Ça marche, oui. Ah, bah, tenez, regardez, vous voyez ici, vous avez Pierre Julien qui est en train de couper, découper le dépôt. Et là, on ne le voit pas parce que c'est arrêté, mais si ça avait marché, vous auriez vu. Vous pouvez voir des couches noires, des couches blanches, des couches noires. Ça veut dire que la stratification s'est formée dans le dépôt, comme nous l'avions prévu, comme correspondant à ce qui s'est passé pour le Bijou Creek. Donc ça veut dire que les strates ne se forment pas successivement horizontalement, mais latéralement, en même temps sur l'aire du courant. D'ailleurs, il faut bien le dire, plus tard, les géologues, en Russie notamment, dans l'étude des dépôts sédimentaires, et Walter, dans l'étude des sédiments de la Méditerranée, ont constaté qu'il y avait une juxtaposition de sable, d'argile et de points, parce que la vitesse n'est pas exactement la même. Si bien qu'on a en vérité non pas une superposition de faciès, sable, argile, calcaire, mais on a sur l'aire de dépôt une juxtaposition en surface qui n'est pas horizontale et en même temps une superposition. C'est comme si vous preniez un triangle rectangle et que vous traciez des parallèles à droite. Vous avez à la fois sur l'horizon juxtaposition des séparations et superposition. Voilà, c'est exactement, ça change tout. Et ça, c'est ça dit. C'est déjà admis. C'est pas moi qui l'ai inventé. Déjà, l'école américaine le professe, et on est en train actuellement de remplacer la stratification actuelle par ce qu'on appelle la stratigraphie séquentielle. Je vais en dire deux mots après. Alors, cette méthode est appliquée par nombre de sédimentologues, dans lequel je citerai Andrew Einstein. Ah non, c'est ça. Bon, excusez-moi, j'étais un peu trop vite. Ces dernières nouvelles mettent en cause l'intervention de Stéphane de bâtir une chronologie sur les strates selon ces trois principes. Pour élaborer une chronologie issue de la sédimentation, il faut se référer comme cause aux mouvements marins montants et descendants, qui ont déposé des ensembles stratifiés appelés séquences. C'est bien pour cela que de plus en plus des sédimentologues et géologues acceptent cette façon de raisonner en stratigraphie séquentielle, c'est-à-dire de ne plus considérer la strate comme la marque du temps, mais la série sédimentaire qui correspond à une transgression et régression marine, puisque là, effectivement, c'est le courant qui dépose les sédiments. Par conséquent, on peut parfaitement admettre que s'il y a deux événements, et j'en parlerai après, qui se superposent, là, il y a une réelle superposition. Mais la superposition des strates n'est pas une superposition chronologique, parce que ça ne se forme pas seulement verticalement, mais latéralement et verticalement. Voilà toute la différence. Alexandre, au début des années 2000, le temps m'est apparu, venu d'appliquer les enseignements tirés de mes expériences, complétés par d'autres sources sur le terrain. Ayant 75 ans alors, il n'était pas question que je puisse y participer, mais j'ai eu la chance, en me rendant à Moscou à cette époque, de faire la connaissance d'un jeune géologue et sédimentologue, Alexandre Alomov, qui prit un grand intérêt à mes travaux publiés. Grâce à lui, je pus faire publier en 2002 ce titre Analysis of the Main Principles of Stratigraphy on Basis of Experimental Data, dans Lithologie et Mineral Ressources, journal de l'Académie des Sciences et de l'Institut de Géologie de Russie, un compte-rendu de mes travaux aux USA. Un compte-rendu de mes travaux qui a été publié aux USA. En 2004, le même journal publia de moi Sedimentology, Interpretation et Control. Oui, alors, naturellement, je rappelle que mes travaux aux États-Unis ont été publiés par l'Institut de France en 1993. Alexandre Alomov détermina dans plusieurs régions de Russie la genèse hydraulique et sédimentaire des formations rocheuses
en Crimée, dans l'Oural, la région de Saint-Pétersbourg, la Sibérie. Le plus décisif de ces travaux fut la détermination du temps de sédimentation de formations rocheuses, telles les formations du grec cambrien ordovicien de la région de Saint-Pétersbourg. La mécanique sédimentaire évalue la capacité de transport sédimentaire des courants à partir des vitesses critiques des palais au courant en fonction de la taille des particules. Le quotient du volume de la formation rocheuse, étudié par cette capacité, par unité de temps et de volume, indique les temps de sédimentation correspondants. Cette méthode est appliquée par nombre de sédimentologues, au nom duquel je citerai Henry Andrew Einstein, qui n'est pas le Einstein, naturellement, de la parlette. Le temps déterminé par cette méthode, appliqué au grec cambrien ordovicien précédé, représente 0,05% du soi-disant temps de l'échelle des géologiques déterminée par la radioactivité. Bon. Le compte-rendu de cette étude a été publié en 2011 dans Lithologie et Minéral Ressources, journal d'Académie des sciences de la géologie. Les conditions paléohydrauliques, selon Alexandre Lalomov, apparaissent souvent comme catastrophiques. Golovkinski, à Kazan, 1868, sur les roches, et Walters, 1994, sur les sédiments marins, ont établi que seuls les faciès et aires de faciès juxtaposés sur la surface ont pu être superposés originellement. Comme il est montré dans ma publication de 2002, les faciès à la fois superposés et juxtaposés constituent une séquence résultant d'une transgression en régression marine. Une succession de séquences incluses entre une transgression suivie d'une régression finale est une série. Les données de la stratigraphie séquentielle et des expériences ci-dessus mentionnées montrent qu'une série correspond à une période. Par conséquent, la séquence doit être considérée comme la référence de base de la chronologie relative au lieu de l'étage. Aujourd'hui, les sédimentologues, selon les résultats de l'observation sous-marin et leurs expériences de laboratoire, ont établi des relations de conditions hydrauliques, profondeur et taille de particules. Cela permet de déterminer les vitesses critiques de transport en dessous desquelles une particule de taille données se sédimente. L'Institut hydraulique de Saint-Pétersbourg a exécuté à ma demande un programme expérimental d'érosion de roches sédimentaires par des courants puissants de vitesse atteignant 27 mètres par seconde. Pour compléter ces relations, d'autres devront suivre. Pour information, toutes nos publications figurent dans mon site Sedimentology FR, avec en anglais Sedimentology avec un y.fr. Alors, il y a 7 publications, dont 2 de moi, dont l'une va disparaître parce qu'elle est ancienne, et c'est la première, celle qui se présente, Sedimentology Home, qui est valable. Et je vous le donne en anglais et en français, avec toutes les vidéos, toutes les photos, vous avez tout. Laboratoire. Un sédimentologue français, Guy Berthaud, a découvert 2 faits d'importance capitale. Le premier est celui-ci. Le sable s'écoulant de façon continue, que ce soit dans le vide, dans l'air ou dans l'eau, se trie alternativement en dépôts de petites et de grosses particules, qui ressemblent à des couches mais n'en sont pas. Un deuxième fait est apparu durant les expériences que Guy Berthaud a dirigées à l'Université du Colorado. En observant le dépôt de sédiments entraîné par un courant d'eau circulant dans un canal à parois transparentes, il a constaté que lorsque la vitesse diminuait, les grosses particules sédimentaires se déposaient seules, tandis que lorsqu'elle augmentait, des laminets se formaient. Ainsi, le granoclassement répétitif, qui caractérise les strates, n'est pas obligatoirement, comme l'ont cru les géologues, l'effet de couches successives, mais il peut être aussi bien l'effet des variations de vitesse, du courant d'entraînement des sédiments. Une autre découverte intéressante est celle-ci. Les joints ou les cassures entre les strates résultent de la dessiccation ou de l'assèchement des sédiments. On pensait jusqu'alors que ces cassures étaient dues à l'interruption de l'arrivée de sédiments. On croyait que la surface de la dernière strate déposée s'était durcie et que des années plus tard, de nouveaux sédiments avaient recommencé à se déverser et qu'ainsi une nouvelle strate s'était formée au-dessus de l'ancienne. Cette explication doit être abandonnée à cause de 2 nouvelles découvertes. D'abord, comme l'ont montré les forages du vaisseau le Glomar Challenger, les sédiments du fond de la mer ne durcissent jamais, sauf après 300 mètres d'épaisseur de dépôt. À l'exception des charts, qui peuvent commencer à durcir au bout de 100 mètres.
L'autre découverte faite en laboratoire montre que lorsque le niveau de la mer baisse et que les sédiments humides sont exposés à l'air, des cassures surviennent entre certaines strates suivant le procédé de dessiccation. Aussi ces joints ou ces cassures ne dépendent-ils pas de la durée? Ces expériences ont été menées par une équipe de spécialistes au cours de nombreux mois dans des conditions rigoureuses en laboratoire. Tout a été filmé et peut être vu librement. Ces expériences confirment un fait vital pour l'histoire de la sédimentologie. Les strates ne donnent aucune indication d'âge. Guiberteau a montré que les strates que vous pouvez voir dans ces bancs dépendent de la vitesse du courant. Elles ne se déposent pas les unes sur les autres au cours des âges. Elles se forment latéralement de la même manière que les bancs. Ces expériences ont été reproduites à plus grande échelle. Elles ont alors été présentées au 14e Congrès international de sédimentologie dans le film documentaire qui va suivre. Les roches sédimentaires témoignent du passé préhistorique de la Terre. Leurs caractéristiques principales comprennent des strates distinctes de matériaux relativement homogènes, formés lors de périodes sédimentaires interrompues, supposées de longue durée. À l'échelle microscopique, les roches sédimentaires montrent une succession de particules fines et grossières sous forme de laminées. Les roches sédimentaires étant formées lors de la décantation de particules dans l'eau, il est instructif de réaliser quelques expériences fondamentales de stratification au laboratoire d'hydraulique. Un mélange hétérogranulaire de sables fins en blanc et de sables grossiers en noir est utilisé pour les expériences. Considérons le roulement d'une sphère sur un plan horizontal. Le rayon de la sphère est R, la masse m, la vitesse angulaire oméga et la vitesse de translation v égale au produit de la vitesse angulaire oméga par le rayon. Le moment d'inertie de la sphère est donné par 2/5 du produit de la masse et du carré du rayon. L'énergie cinétique du mouvement est donnée par la formule suivante. E est égal à 7/10 du produit de la masse et du carré de la vitesse. À une certaine vitesse v, l'énergie cinétique devient directement proportionnelle à la masse m. On en conclut que l'énergie cinétique d'une grosse particule est plus élevée que l'énergie cinétique d'une petite particule. L'énergie cinétique accrue des grosses particules leur permet de franchir des perturbations de surface. Considérons un mélange homogène de grosses particules en noir et de petites particules. Lorsque le mélange est mis en déplacement transversal, les petites particules qui ont une énergie cinétique plus faible se déposent au pied de la couche en mouvement et les grosses particules roulent à la surface du dépôt de fines particules. La ségrégation de particules survient lors du mouvement latéral du mélange hétérogranulaire. Les grosses particules en noir roulent à la surface d'une pellicule de particules fines de même densité en blanc. Les mélanges cisaillés à l'angle de frottement interne démontrent également les mêmes caractéristiques de ségrégation. La question fondamentale de la lamination est la suivante. La nature produit-elle une ségrégation répétitive sous une alimentation sédimentaire continue? Examinons d'abord les conditions submergées. L'écoulement turbulent autour des particules a conduit les chercheurs à croire que la lamination résulte de la périodicité cyclique de la turbulence.
La même expérience de sédimentation à l'air montre les mêmes caractéristiques de lamination sous forme de ségrégation répétitive. De plus, l'épaisseur des laminés s'accroît avec le taux d'alimentation du mélange hétérogranulaire. On remarquera que les laminés sont en pente avec un angle d'environ 30 degrés. Le vide absolu étant à moins 760 mm de mercure, l'hypothèse de turbulence est mise à l'épreuve sous un vide partiel à moins 560 mm de mercure. La lamination devient clairement visible dans l'absence quasi totale de tout fluide ambiant. La lamination dépend donc essentiellement de l'interaction mécanique entre particules de tailles différentes, de formes différentes et de densités différentes. Sous l'eau, la lamination s'observe lors d'une accumulation graduelle de particules sur une surface parfaitement plane. Regardez attentivement cette même séquence de lamination en mouvement accéléré. Des expériences de stratification à plus grande échelle sont réalisées au laboratoire d'hydraulique de l'Engineering Research Center. Un canal mesurant 20 mètres de longueur et 1,30 m de largeur recircule 30 mètres cubes d'eau et 8 tonnes d'un mélange hétérogranulaire de sable. Ce canal maintient une alimentation continue d'un mélange de sables fins et grossiers à débit constant. Considérons le diagramme d'un delta très simple. Au temps initial, nous avons la partie supérieure du delta, la face frontale du delta et la partie inférieure du delta au temps initial T1. Les particules en mouvement le long du lit, les particules les plus grosses se déposent sur la face frontale et font progresser le delta vers l'aval. Les particules les plus fines se déposent sur la partie supérieure et les parties en suspension se déposent sur la partie inférieure, indiquée ici. Au temps T2, le profil s'est déplacé tout simplement vers l'aval. Un nouveau temps T2. L'accumulation de particules entre les temps T1 et T2 représente donc une couche sédimentaire. Ce delta typique progresse graduellement vers l'aval. Une vue agrandie montre la lamination de particules fines du dépôt de surface. L'épaisseur du dépôt de surface décroît vers l'aval en approchant la face frontale du delta. Après un long intervalle de temps, on observe les caractéristiques principales de la stratification, avec les particules fines au-dessus, les grosses particules au milieu et les particules fines au-dessous. Il est important de comprendre que la chronologie de formation des dépôts dépend des couches sédimentaires et non des strates. Les isochrones correspondent donc à l'interface entre les couches successives et non à l'interface entre les strates. L'épaisseur des strates est fonction du changement de transport solide qui survient dans un écoulement graduellement varié.
considérons maintenant deux particules dans le dépôt. Une particule en A, dans la strate supérieure, et une particule B, dans la strate inférieure. La particule en A s'est déposée en un temps T1 antérieur à la particule B. La particule B s'est donc déposée après la particule A dans la strate supérieure. La profondeur d'écoulement est augmentée de façon très graduelle, tout en conservant des conditions identiques d'apport sédimentaire et de débit d'écoulement. Un dépôt substantiel s'accumule en fonction du temps, avec prédominance de delta, de dunes et de rides en phase divers de développement. Le dépôt séché à l'air d'un delta très simple montre les caractéristiques distinctes de la stratification en termes de superposition de strates de sable fin en blanc et de strates de sable grossier en noir. Une section transversale est taillée dans le delta afin d'identifier les caractéristiques principales du dépôt formé à débit constant sous une alimentation continue du mélange hétérogranulaire. La coupe transversale montre une superposition distincte de strates de particules fines en blanc et de grosses particules en noir. En regardant la coupe des strates superposées, on serait tenté de conclure que ces strates correspondent à des couches sédimentaires successives, résultant de périodes sédimentaires discontinues, que chaque strate est plus vieille que celle qui la recouvre et plus jeune que celle qu'elle recouvre, et que chaque strate est de même âge en tout point. Cette expérience de stratification met en défaut ces hypothèses, parce que ces strates ne sont pas identiques à des couches sédimentaires successives. De plus, on observe une stratification très nette sous une alimentation continue de mélange de sable hétérogranulaire. Pourquoi donc est-ce si important? Tout simplement parce qu'on a utilisé les strates pour dater les roches sédimentaires et les fossiles qui s'y trouvent, et cela depuis un siècle. Or, pour la première fois, on a expliqué le mécanisme de la formation des strates. Il est évident qu'on ne peut plus se servir des strates pour évaluer l'âge des fossiles ou des roches. Certains fossiles des strates inférieures pourraient parfaitement être plus récents que ceux des strates supérieures. Voici quelques créatures maritimes qui vivent à des niveaux écologiques différents. Une grande quantité de sédiments se déverse et elles sont toutes recouvertes. Finalement, en l'absence d'air, elles peuvent se transformer en fossiles. Bien entendu, les animaux marins ensevelis dans la strate supérieure et ceux de la strate inférieure ont le même âge, puisqu'ils sont dans la même couche de sédiments. Ensuite, une autre épaisse couche de sédiments arrive et d'autres créatures maritimes sont emprisonnées. Mais le plus important est de comprendre que celles en haut de la couche précédente ont été ensevelies avant celles en bas de la dernière couche. Ainsi, ce fossile là-haut est plus ancien que celui-là en bas. Voici le directeur du programme de recherche qui s'explique lui-même. La théorie de l'évolution se base sur la croyance qu'une succession d'espèces fossilisées au cours de longues périodes géologiques démontre qu'il y a eu un progrès évolutif entre les espèces. Comme nous venons de le voir, et comme cela a été reproduit au laboratoire, les couches formées par l'arrivée des sédiments ont été à tort identifiées à des strates. L'échelle des temps géologiques et la succession chronologique des espèces ont été calculées sur cette interprétation erronée, celle qui assimilait les strates à des couches successives de sédiments. Une même couche de sédiments peut être divisée en parties de plusieurs strates. Les plus récentes observations et expérimentations, dont les nôtres, montrent que la configuration des dépôts stratifiés est fonction des conditions hydrauliques. Cela permet, à l'inverse, de déterminer, à partir de la configuration des roches sédimentaires, les conditions hydrauliques de leur genèse.
De ce fait, l'échelle des temps géologiques est remise en question dans ses fondements, et par conséquent, la succession chronologique des fossiles induisant la théorie de l'évolution. La position des fossiles dans les roches pouvant correspondre à la zonation écologique des espèces marines. Christian Marchal de l'ONERA, alors il est de l'aide de la chronologie de 2240 000 millions d'années, fondée sur les révolutions technologiques que le professeur Gaux a qualifiées de hypothèses uniformitariennes non prouvées. Le professeur Gaux, dans son ouvrage L'histoire de la géologie, ce qui mesure le temps, ce sont les durées de sédimentation et non celles des orogénèles et des révolutions biologiques. J'ajouterai que la datation radiométrique des rocs n'est pas non plus fondée, car la radioactivité existant dans le magma, on ne peut dans un échantillon de roche déterminer les quantités respectives d'éléments radioactifs produits à l'état de magma et de roche. Et la grande erreur qu'ont fait les géologues, c'est de vouloir dater les roches ignées, la roche ignée, la formation de la roche ignée, qui n'est qu'un changement d'état. Parce que le phénomène de radioactivité existe à l'état liquide. Par conséquent, quand vous faites une datation de roche, vous ne savez absolument pas si l'élément fils a été produit avant la formation de la roche, c'est-à-dire à l'état de magma, et c'est d'autant plus important, c'est que comme le magma est liquide, la gravité joue son rôle, les éléments légers comme l'élément fils remontent en surface, ce qui vieillit d'autant la roche. Et c'est tellement vrai. C'est que je vais vous citer 3 exemples. J'ai fait dater l'éruption du mont Sainte-Hélène qui est arrivée le 28 mai 1980. Nous avons pris des échantillons et à l'aveugle, nous avons fait dater. Et on nous a répondu que l'éruption avait lieu il y a 350 000 ans. On a fait la même chose en Nouvelle-Zélande, avec une éruption récente d'un volcan. Résultat de la même datation radiométrique, 1 700 000 ans. Et enfin, le Kilauea, qui est le grand volcan de Hawaï, a fait une éruption en 1650. On a pris des échantillons, on a fait dater, ça a donné 30 millions d'années. Ça veut dire que ça ne veut rien dire du tout. C'est tout à fait ça. Et ça, vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. Alors, Christian Marchal de l'ONERA, polytechnicien également, de la promotion 58, a fait paraître en 1987 dans le bulletin du musée d'histoire naturelle de Paris, complété par un erratum publié dans Geodiversitas 1997, une étude intitulée « Une cause probable de grand déplacement des pôles terrestres », montrant que la surréaction d'un grand massif montagneux comme l'Himalaya modifie de plusieurs millionièmes les moments d'inertie de la Terre, ce qui suffit à déplacer de quelques dizaines de degrés la position d'équilibre stable des pôles. Cette étude précise qu'il résulte de ces déplacements des pôles, combinés avec la rotation de la Terre, de larges transgressions et régressions des océans, leur amplitude étant beaucoup plus grande que les variations du niveau des océans dues à la fonte des glaciers consécutives à des variations cycliques des paramètres orbitaux de la Terre. Cela peut expliquer, en plus des données de l'analyse paléohydraulique, l'existence de conditions diluviennes dans le passé géologique engendrées par l'orogénèse des chaînes de montagnes, comme celle attribuée à la chute des météorites. Comme il est dit dans le bulletin Aléocène, le pôle Nord, avant l'orogénèse himalayenne, se trouvait à l'embouchure du fleuve sibérien Yenisseï par 72 degrés de latitude nord. Après l'orogénèse, il se trouvait dans une position voisine de l'actuelle après un déplacement de 18 degrés. La direction des transgressions et régressions, suivant chacune des 19 orogénèses intervenues depuis le début de l'ère primaire, correspond à la succession des faciès de séquences résultant telles que grès, argile, calcaire. Un exemple est celui du camp de groupe au Cambrien. Il procède de l'orogénèse cadomienne au commencement du Cambrien et résulte une transgression de l'océan Pacifique jusqu'au niveau Mexique. D'autres directions peuvent être déterminées par d'autres orogénèses qui se produisent ailleurs sur la Terre. La faune marine contemporaine varie selon la profondeur, la latitude et la longitude. Et une telle diversification existe dans l'échelle des temps géologiques. L'apparent changement d'organes marins, fossiles d'une série à une autre, suivant une orogénèse, peut résulter de faunes différentes, transportées par des courants provenant de lieux différents, résultant d'orogénèses successives. Autrement dit, si vous prenez 2 orogénèses qui interviennent l'une dans les Andes et la suivante dans l'Alaska, vous pouvez être certain que
le déplacement des pôles ne va pas être dans la même direction, ça va engendrer des courants qui ne seront pas dans la même direction et qui amèneront, là où il y a eu des dépôts de fossiles, des espèces qui sont à milieu, à demi-lieu, des espèces qui se trouvaient ailleurs, aussi bien en profondeur que mal. Si bien que la conclusion est la suivante. On ne dit pas l'évolution n'existe pas, je ne prends pas position, je dis simplement, messieurs, le fait d'avoir remplacé des a priori non démontrés et faux par des faits qui ont enrichi la science et permettent de refonder maintenant la géologie sur des bases saines et qui se traduisent par, se résument à ceci, et tout est vérifié dans les datations. Il y a eu des éruptions volcaniques. Nous avons parlé de l'éruption notamment du Décan qui représente un bon million de kilomètres carrés. C'est vrai. Suivi, ces éruptions ont provoqué des éruptions, des surrections de montagnes qu'on appelle l'orogenèse. L'orogenèse a provoqué le déplacement des pôles. Le déplacement de pôles a provoqué le déplacement des océans. Et le déplacement des océans a créé érosion, transport, sédimentation, roches sédimentaires. Et tout ça, dans des temps beaucoup plus courts, et je vais ajouter autre chose. C'est que, indépendamment de la mise en cause de la datation radiométrique, qui n'est pas fondée, parce qu'on n'a pas tenu compte du magma, je tiens à vous dire que depuis une douzaine d'années, on date maintenant les fossiles du tertiaire parce qu'ils présentent sur la surface des restes de tissus organiques, apatite, collagène. Et on date ces tissus au carbone 14. Et c'est ainsi qu'on ramène l'âge d'un tyrannosaure qui aurait supposé avoir, d'après l'échelle des temps géologiques, la fosse, vous voyez ce que je veux dire, 70 millions d'années, alors que, répétons-le bien, le calcul par la mécanique sédimentaire, c'est-à-dire par la science, du temps de sédimentation est le 0,05 temps de ce temps, eh bien, si vous faites le rapport entre les 30 000 ans et les 70 millions d'années, n'est-ce pas, ça vous donne 0,05%, c'est-à-dire 2 millièmes de la même manière. Donc, d'une certaine manière, on remet en cause tout à la fois l'histoire de la géologie, qui ne se présente plus du tout de la même manière. Et ça, on ne pourra pas revenir en arrière, parce qu'on n'efface pas les faits. C'est pas moi qui suis en cause, je ne me mets pas en avant, je ne cherche surtout pas à me mettre en avant, et je cherche à mettre en cause les faits. Alors qu'est-ce que je fais? J'informe, d'une part, bien sûr, le président de la Société de France, le président de l'Académie des sciences, de nos travaux, parce que ça continue. Je finis d'ailleurs pratiquement en conclusion du chapitre géologique. Une relation peut être établie entre cause et effet. L'orogenèse, c'est-à-dire dans le soulèvement des montagnes, qui est contingent de l'éruption volcanique, est la cause du déplacement de l'axe de rotation des pôles, ce qui provoque des séries marines et donc des roches sédimentaires. La durée de ces dépôts étant beaucoup plus rapide que le temps indiqué par les chapitres géologiques, cela conduit à une révision de celle-ci. J'ai exprimé cette relation causale dans Toward the Foundation of Historical Geology, publié dans Géoressources, journal de l'Université Kazan, et dans Orogenesis, Cause of Sedimentary Formation, publié dans Open Journal of Geology lors de la conférence internationale de géologie et de géophysique tenue à Pékin, à laquelle j'ai participé en 2013. Je l'ai présenté à la conférence de géologie de Kazan en octobre 2014. Elle a été présentée également à la conférence de mythologie de Moscou en octobre 2015 par une géologue américaine, Rachel Billy, qui la diffusera aux États-Unis. Alors, compte tenu des faits exposés, que reste-t-il de la théorie de Darwin qui a engendré les idéologies précisées? Ça veut donc dire que ce qui est très important, et ça va être ma conclusion, l'incidence d'a priori scientifiques et leurs conséquences funestes pour l'humanité invite à analyser objectivement les sciences à partir des faits observés et expérimentés et à éprouver les théories qui, dans l'enseignement, peuvent égarer l'esprit humain dans sa recherche de vérité. L'histoire des derniers siècles nous montre bien cet enchaînement. Copernic et Galilée ont affirmé, mais sans le prouver, que le Soleil était le centre du monde. S'ils s'étaient contentés de parler par hypothèse, ce que le cardinal Bellarmine avait demandé à Galilée de faire, il n'aurait pas été condamné par le Saint-Office, lequel, de ce fait, n'aurait pas récusé la mobilité alors probable de la Terre. Il n'y aurait pas eu alors
de réaction contre l'Église. De même, Descartes, s'il s'était attaché aux faits, n'aurait pu fonder ses jugements sur les seules idées claires et distinctes, idées persuasives qui ont conduit Sténon à son a priori et Newton à ses lois inexactes énoncées avant les épreuves empiriques. Or, Descartes a ainsi engendré la philosophie des Lumières, laquelle, notoirement anti-religieuse chez Voltaire, a conduit à la Révolution de 89, à la chute de la monarchie des Bourbons, remplacée par Napoléon Ier et plus tard Napoléon III, qui ont déclenché des guerres. Objectivement, ces événements n'auraient pas dû avoir lieu. Et sans une idéologie fondée sur un a priori inexact, Darwin n'aurait pas été conduit à écrire l'origine des espèces, postulant cette lutte pour la vie entre espèces, dont Marx et Engels se sont inspirés pour prôner la lutte des classes. Alors Staline serait resté séminariste et Hitler peintre, ce qui nous fait écouter la Seconde Guerre mondiale. Leurs a priori étant mis à jour, les incidences précédentes s'effondrent. On ne refait pas l'histoire, mais en redevenant objectif, nous devrions être capables de lui faire reprendre le chemin de la vérité, tant au point de vue scientifique, politique que moral et spirituel. Cela apparaît d'autant plus nécessaire à notre point de vue dans la situation critique où nous sommes. Voilà. Alors, je tiens à préciser tout de même ceci. On ne refait pas l'histoire, mais si effectivement on était resté objectif, eh bien, il n'y aurait pas de lutte anti-religieuse. Bon, il y aurait eu peut-être une contestation, mais il n'y aurait pas eu ce mouvement que nous avons connu. On n'aurait pas connu la philosophie des Lumières. La franc-maçonnerie qui existait, ça restait opérative, d'entraide, mais il n'aurait pas fondé une soi-disant religion avec des secrets qui n'existent pas, ou tout moins que l'on connaît, car si on les trahit, on est fusillé, théoriquement, on doit être fusillé si on trahit la franc-maçonnerie. J'ai pas parlé de la franc-maçonnerie parce que je n'ai voulu attaquer personne. Je me suis tenu simplement, vous voyez ce que je veux dire, aux idées, aux affirmations, mais pas aux personnes. Je n'ai cité personne. Enfin, les gens que j'ai cités, c'est cité simplement, mais je n'ai pas attaqué Newton, j'ai pris Saint-Salvador. Non, pas du tout. J'ai fait en loge, j'ai un ami franc-maçon, et à la Grande Loge, ça s'appelle la Grande, pas le Grand Orient de France, mais j'ai fait il y a 12 ans, j'ai été reçu en loge, non, pas j'ai été reçu en loge, franc-maçon, j'ai été reçu avec mon ami, et j'ai donné une conférence sur mes travaux de géologie, j'ai été largement applaudi. Parce que je m'adressais à des gens qui croient au grand architecte de l'univers. Donc il peut y avoir, d'une certaine manière, une alliance temporaire, vous voyez ce que je veux dire, avec les partisans du grand archon de l'univers pour mieux attaquer les autres, c'est-à-dire le grand Orient de France. C'est pas impossible. En tout cas, il a fait chuter certaines. Et je vous rejoins, M. Pascal. Monsieur Pascal, vous êtes là? Bon, vous avez parlé de la monarchie. Eh bien, je réponds, on ne refait pas l'histoire. Mais si on se place dans les circonstances que je vis, c'est-à-dire l'objectivité il y a 4 siècles et non plus, nous serions toujours en monarchie. Donc, je pense que pour moi, le roi représente mieux le peuple qu'un président de la République, qui appartient en vérité, qui n'est jamais neutre parce qu'il est toujours de gauche ou de droite. Or, si l'on veut un vrai chef d'État, il faut un chef d'État qui ne soit pas un politicien. Il faudra peut-être un homme d'affaires, c'est pas impossible comme Trump, qui connaît l'économie et qui sera peut-être capable de réduire le chômage, car on est passé de 2,8 de chômage en 1968 à 10,4 et on s'en contente. Et les hommes politiques ne vous proposent rien. Et en particulier, ils ne protestent pas parce que l'article 8 du traité de Rome, qui prévoyait un délai de 12 ans pour supprimer les droits de douane et les contingents d'importation, a été supprimé par M. Jacques Delors, président de la Commission européenne, en 1686 avec application du traité de Maastricht en 92, de sorte que maintenant nous avons intégré les pays de l'Est dont les salaires sont 3 à 4 fois inférieurs aux nôtres, et aujourd'hui nous faisons venir leurs voitures qui nous louent 2 fois moins cher que les nôtres. Et M. Pascal Lamy, socialiste, président de l'Office mondial du commerce, a intégré la Chine et ouvert les bras à la Chine, dont les salaires étaient jusqu'à 80 fois inférieurs aux nôtres. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons 20 milliards 800 millions de déficit par an avec la Chine. C'est parce que la Chine fabrique nos vêtements, nous sommes vêtus par les Chinois, nous avons des aspirateurs chinois, etc. et puis ce qui s'ensuit. Alors je demande le rétablissement de l'article 8 dans le traité de Rome et son extension à l'OMC. J'essaye, moi qui patronne Fillon, j'essaye de le pousser à ça,
j'ai beaucoup de mal, il faut le dire, mais je viens de m'envoyer une lettre sévère en disant vous ne parlez même pas du chômage dans votre... Vous parlez des emplois, mais vous ne parlez pas du chômage. Le chômage est un mot dont vous devriez parler. Et deuxièmement, je vous dis, moi qui ai dirigé des entreprises, je sais de quoi je parle. Vous n'avez pas dirigé l'entreprise, vous êtes un homme politique. Enfin, je n'ai pas dit ça parce que je le soutiens. En tant que fondateur du Parti républicain, je le soutiens. Je suis son parrain, donc je vais voter pour lui. C'est ce que je veux dire. Et je veux éviter en particulier Juppé avec ses... Nous entrons dans ça. Voilà, merci Gilberto. Il y aurait beaucoup à dire. Nous n'avons pas le temps d'engager une discussion maintenant, puisque nous devons dans quelques instants quitter cette salle, les sédiments accumulés ici. Une petite chose, ça nous permet quand même de méditer sur ce mystère du mal, mystère du mensonge et du prince de ce monde menteur dès l'origine. On est submergé par cela et cela donne à réfléchir. Oui, Dominique? Je voulais simplement faire remarquer que Gilberto porte très bien ses 92 ans et pour expliquer tout son intérêt à l'économie, il a été chef d'entreprise et également ancien membre du Conseil économique et social. Donc ça lui a donné tout au long de cette période et même depuis l'accès à beaucoup d'informations économiques, donc il peut nous faire part. Donc effectivement on peut se féliciter de la façon dont... Mais aussi je pense que c'est un exemple de la manière dont la recherche de la vérité peut maintenir l'activité intellectuelle parce qu'on a une motivation à réfléchir. On ne se contente pas de lire le journal, on ne se contente pas de recevoir des informations, mais évidemment on est tenu par une activité positive et en ce sens je pense que Gilberto est pour nous un exemple remarquable. Exemple d'une sédimentation réussie. Bon, je vous invite à partir aux autres. Quel âge a la Terre? Des millions d'années ou seulement quelques milliers? Que nous dit la datation radiométrique sur l'âge des roches? La science de la chimie physique peut éclairer ces questions. Le professeur Boudreau, qui enseigne la chimie inorganique et physique dans une université de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a approfondi ce sujet et devrait pouvoir nous éclairer. Professeur Boudreau, un peu plus haut dans ce film, nous avons appris que les strates et les fossiles des roches sédimentaires ne donnent aucune indication sur l'âge de ces roches. Y aurait-il d'autres méthodes, telles que la datation au carbone 14, qui pourraient déterminer l'âge des fossiles et des roches? Il faut d'abord être clair au sujet du carbone 14, qui est une forme radioactive instable de l'élément carbone qui se trouve dans toute matière vivante. Un organisme vivant absorbe et rejette pendant sa vie du carbone, dont une petite partie est du carbone 14. À un moment donné, à la mort de cet organisme, le carbone 14 présent reste ce qu'il est à l'heure de la mort. C'est cette quantité qu'on peut détecter radioactivement. Un morceau de bois, par exemple, ou un os, contient une petite quantité de carbone 14. Depuis la mort de l'arbre et de l'animal qui contenait le bois ou l'os, la quantité de carbone 14 a diminué. Il faut des milliers d'années pour que cette désintégration ait lieu. Dans le cas du carbone 14, il faut 5760 ans pour que la moitié de la quantité présente à la mort de l'être vivant se dé son isotope stable. En mesurant donc la quantité qui s'est désintégrée, on obtient une indication sur l'époque à laquelle cet organisme vivait. Comme les roches n'ont jamais été en vie, elles ne contiennent donc pas de carbone 14. Même les fossiles qu'on y trouve ne peuvent être datés par cette méthode, car leur matière vivante originelle est devenue pierre. Cela signifie-t-il qu'on ne peut pas dater les fossiles au moyen de radioisotopes? On ne peut sûrement pas se fier avec certitude au carbone 14. Comme vous le savez, on trouve presque tous les fossiles dans les roches sédimentaires.
Ce type de roche contient rarement des éléments radioactifs. Aussi faut-il dater les fossiles par les strates dans lesquelles on les trouve. Or, nous savons à présent que des expériences très récentes montrent que les strates des roches ne donnent aucune indication sur l'âge. D'autres types de roches, telles que les cristallines, qui ne contiennent pas de fossiles, et la lave, renferment parfois des éléments radioactifs. On utilise ces isotopes pour les dater. Pourriez-vous expliquer simplement comment on date une roche avec un isotope radioactif? Oui, prenons un élément radioactif tel que l'uranium. Cet élément se désintègre très lentement en élément non radioactif, le plomb. On peut mesurer en laboratoire le taux de désintégration. En comparant donc ce qui reste d'uranium dans la roche avec la quantité de plomb formée par désintégration et en connaissant le taux de désintégration, on peut calculer le temps nécessaire à la formation du plomb. Si donc la moitié de l'uranium s'est désintégrée en plomb, en connaissant le temps nécessaire à l'uranium pour se transformer en plomb, on peut déterminer l'âge de la roche. C'est du moins la théorie. Pourquoi dites-vous théorie? Si c'est un procédé qu'on peut observer et mesurer, c'est donc un fait scientifique. Pas du tout. Regardez un peu ce diagramme. Vous voyez un certain nombre de particules d'uranium colorées en orange et quelques particules de plomb colorées en bleu. Ici, nous devons envisager 3 hypothèses principales. La première, que toutes les particules de plomb étaient à l'origine des particules d'uranium. Mais il n'y a aucune raison de croire qu'il n'y avait pas déjà quelques particules de plomb dans la roche à sa formation. Car il existe dans les roches beaucoup de plomb naturel qui ne provient pas de l'uranium. Vraiment? Oui, prenons le cas extrême inverse. Si à l'origine cette roche contenait de l'uranium radioactif et pas de plomb, alors le plomb qui apparaîtrait par désintégration de l'uranium permettrait une mesure assez exacte de l'âge de la roche. Mais il faut admettre un cas plus vraisemblable, c'est qu'il y avait un peu de plomb lors de la formation de la roche, aussi son âge est-il moindre que celui qu'on mesure. Il y a aussi le problème des fuites dues à la solubilité. Cela peut-il arriver? Bien sûr. Les sels d'uranium et d'autres éléments radioactifs sont parfaitement capables de se dissoudre dans l'eau et quittent donc l'échantillon. Si donc une roche a été immergée quelque temps, par exemple en période d'inondation, une partie de l'uranium peut avoir été entraînée. L'âge attribué à cette roche par les mesures serait donc plus grand qu'en réalité. Mais il existe sûrement d'autres éléments radioactifs, plus fiables que l'uranium. Eh bien, il y a aussi d'autres éléments radioactifs tels que le thorium, le strontium et le rubidium, ainsi que le potassium. Mais on ne peut s'y fier davantage qu'à l'uranium. Les sels de ces éléments sont encore plus solubles que ceux de l'uranium. Une inondation affectant toute la Terre aurait donc pu fausser toutes ces méthodes? Absolument. Tenez, je vais vous donner un exemple de l'effet de l'eau sur la datation radioactive. Il y a moins de 200 ans a eu lieu l'éruption du volcan Kilauea à Hawaï. Un morceau de lave de cette éruption, qui avait séjourné dans l'eau, a été daté récemment par la méthode du potassium-argone. On aurait dû obtenir une datation d'environ 200 ans. Or, on trouva 22 millions d'années. À coup sûr, des sels de potassium, qui sont hautement solubles dans l'eau, se sont échappés de l'échantillon, lui donnant un aspect très âgé. On attribua à d'autres fragments de lave provenant du volcan Hualalai et formés en 1801, des âges variant entre 160 et 3000 millions d'années. La situation va donc de mal en pis. Il y a encore un autre présupposé dans la datation radiométrique. C'est que le taux de désintégration serait resté constant et n'aurait jamais varié dans le passé. Pourtant, beaucoup de facteurs ont dû l'influencer. Ainsi, la production de neutrinos par le rayonnement cosmique
a pu être augmentée à la suite d'un renversement du champ magnétique terrestre ou de l'explosion d'une supernova. La science a déclaré que ces événements ont eu lieu dans le passé. Ils ont pu avoir un effet certain sur le taux de désintégration radioactive. Si l'on ne peut se fier à la datation radiométrique, de quels autres moyens dispose-t-on? De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. Si par exemple la diminution du champ magnétique terrestre avec le temps s'avère un fait clairement établi, cela tendrait à prouver que la Terre est jeune plutôt que vieille. Une dernière question, professeur. À votre avis, à quand remonterait environ le Big Bang? L'hypothèse du Big Bang a été formulée pour soutenir la théorie de l'évolution. Sans théorie de l'évolution, pas de Big Bang. Il est tout de même difficile de croire que tous ces biologistes, zoologistes et autres savants puissent se tromper. Après tout, ils ont été formés dans les meilleures universités. Peut-être que le professeur Maciej Giertych de l'Académie des sciences de Pologne, appartenant à l'Institut de dendrologie et enseignant la génétique des populations à l'Université de Torun, pourra nous éclairer. Un vrai savant tire ses conclusions de l'observation et des données expérimentales. Les scientifiques étudiant la génétique, la cytologie, l'anatomie et d'autres domaines des sciences expérimentales sont sûrs et dignes de foi, quoi qu'ils pensent par ailleurs de l'évolution. C'est la démarche de la science, mais il faut se méfier dès que quelqu'un se proclame expert en évolution. Pourquoi dites-vous cela? Parce que l'évolution n'est pas une science, mais une philosophie. Les savants se fient les uns aux autres, aussi acceptent-ils souvent ce que déclarent les évolutionnistes, à savoir que l'évolution est une science. Mais ce n'est pas vrai. Que la théorie de l'évolution soit une science n'est qu'une opinion de certains théoriciens de la biologie ou philosophes. N'y a-t-il aucune preuve scientifique à l'appui de l'évolution? Ce qu'on prétend être une preuve de l'évolution est le fait indéniable que tout organisme a des parents, au moins un parent. Quand on applique cette vérité à l'époque où n'existaient ni fourmis, ni grenouilles, ni hommes, cela conduit au postulat non scientifique que la première fourmi provient d'une non-fourmi, la première grenouille d'une non-grenouille, le premier homme d'un non-homme, et ainsi de suite. Pourquoi dites-vous que cela n'est pas scientifique? Parce que les données que nous possédons ne le prouvent pas. La science génétique établit clairement qu'un tel changement n'est pas possible. Les évolutionnistes vont encore plus loin. Ils déclarent que des êtres vivants proviennent de matière non vivante. Mais s'il n'existe aucune observation à la base de ce que déclarent les évolutionnistes, comment peuvent-ils convaincre tant de savants que l'évolution serait un fait scientifique? Leur principal argument est que de petites mutations positives ou bénéfiques s'opèrent dans les cellules de la reproduction et sont ensuite conservées par sélection naturelle. Ils soutiennent que ces mutations s'additionnent et amènent une espèce à évoluer graduellement vers une autre espèce. Non, je suis généticien et je puis confirmer qu'au cours de toutes les recherches de tous les laboratoires du monde où l'on a produit des générations et des générations d'organismes vivants, jamais, nulle part, aucune mutation positive n'a été observée. Et dans la population qui a été la plus étudiée, celle des hommes, toutes les mutations connues sont soit neutres, soit négatives. Elles n'ont jamais amené d'amélioration. D'ailleurs, la nature est programmée de façon à protéger l'altération des gènes et à corriger les erreurs qui se produiraient. Mais si les mutations ne sont pas à la base des changements, qu'est-ce qui cause les différentes variétés d'animaux et les différents types d'hommes? Les variétés proviennent des combinaisons, du mélange des gènes pendant la reproduction sexuelle. Les organismes adaptés à des conditions précises se concentreront dans un environnement qui offre ces conditions-là.
En se croisant entre eux, ils formeront un groupe qui deviendra une variété. En outre, si accidentellement un groupe se trouve isolé, des traits particuliers y apparaissent et lui donnent un aspect distinct. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Mais ces variétés ne représentent-elles pas une certaine forme d'évolution? Beaucoup de gens soutiennent que par ce processus, de nouveaux types biologiques vont apparaître, mais ce n'est pas vrai. Tout ce qui se produit, c'est que quelques gènes ont été enlevés à la population globale et la population obtenue s'en trouve appauvrie. Son contenu génétique est amoindri. De plus, s'il n'y a pas de nouveaux gènes, il n'y a pas de potentiel pour de nouveaux organes ou de nouveaux organismes. On obtient seulement une variété différente d'une même espèce. Ce procédé est utilisé aujourd'hui dans l'élevage. Par sélection et isolation, on obtient de nouvelles variétés d'animaux et de plantes, par exemple des chevaux, des vaches, des chiens, des céréales, etc. On sélectionne ce qui est utile à l'homme ou qui présente telles qualités qui ont un intérêt particulier pour nous. Mais ces populations sont des groupes restreints, très dépendants des conditions extérieures que l'homme leur réservera. Si l'on ne s'en occupe plus, ou elles mourront, ou si elles survivent, elles retourneront à l'état sauvage, en cessant d'être une variété distincte. Alors, si les formes de la vie sont plus résistantes à l'état naturel, un changement qui se produirait dans la nature, aurait-il une bonne chance de durer? Le simple mélange de gènes dans des conditions naturelles ou artificielles ne produit pas de nouveaux gènes. Pour qu'il y ait évolution, il faudrait de nouveaux gènes chargés d'informations génétiques. La science ne connaît aucun processus naturel qui produise de nouveaux gènes, que ce soit par isolation, par sélection, mutation ou croisement. Cela est impossible. Pourquoi alors apprend-on aux enfants qu'une espèce peut évoluer en une autre? Je crois que c'est parce que les évolutionnistes ne veulent pas accepter l'idée que les gènes contiennent autant d'informations utiles, c'est-à-dire assez pour chaque fonction précise que doit remplir chaque organe. C'est seulement depuis que nous savons lire le code génétique que nous connaissons la quantité d'informations contenues dans ces gènes. La science ne sait pas comment cette information pourrait apparaître spontanément. Cela nécessite l'intervention d'une intelligence et ne peut arriver par hasard. Mélanger simplement des lettres ne crée jamais de poésie. La biologie moléculaire montre clairement que jamais dans le passé il n'a pu exister d'organisme simple. Tous les organismes vivants, aussi primitifs qu'ils paraissent, sont complexes en réalité et regorgent d'informations, lesquelles ont dû être là dès le début. Par exemple, le système redoublé dans la protéine très complexe ADN-ARN de la cellule doit avoir été parfait dès le début. Sinon, les systèmes vivants ne pourraient exister. La seule explication logique est que cette grande quantité d'informations provient d'une intelligence. Chaque bactérie, chaque cellule microscopique est programmée avec tant de précision que nous devons supposer que l'information qu'elle contient doit venir d'une intelligence bien supérieure à la nôtre. Les évolutionnistes ne veulent pas accepter ce fait si évident. Aussi produisent-ils des théories qui n'ont pas de valeur scientifique, car elles n'expliquent pas comment la nouvelle information génétique serait produite. Il est curieux que les livres d'école et ceux d'histoire naturelle continuent d'affirmer que les savants acceptent l'évolution comme un fait scientifique.
Le programme que nous venons de voir montre des savants qui s'opposent absolument à cette idée. Ils refusent même à l'évolution la qualité d'hypothèse scientifique. L'idée d'une évolution graduelle des hommes à partir de créatures telles que les singes australopithèques n'a aucun fondement et doit être rejetée. La complexité se trouve au commencement. Pour le généticien, c'est une preuve indéniable que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu. Donc la théorie de l'évolution n'a aucun fondement dans la géologie. De nombreux processus naturels indiquent pour la Terre un âge relativement jeune. L'évolution n'est pas une science, c'est une philosophie. Nombre de savants arrivent à la même conclusion. Ils déclarent que si on continue à croire à la théorie de l'évolution, malgré l'évidence incontestable qui s'y oppose, c'est bien pour une raison philosophique et non scientifique. La récente découverte qui montre que les strates dans les roches se forment latéralement est d'une importance capitale. On ne peut plus ranger les espèces fossiles en grades évolutifs. Cela explique pourquoi on n'a jamais découvert de lien fossile entre les différents types d'animaux ou de plantes. Les personnalités scientifiques qui ont été présentées dans ce film ne sont que quelques-unes parmi les milliers qui sont arrivées à la même conclusion. La théorie de l'évolution n'est qu'un conte de fées pour des adultes.